Voilà maintenant 50 ans que le monde essaye de résoudre un puzzle, mais un puzzle gigantesque, comment assurer le bien-être de 8 milliards d'êtres humains sans pour autant épuiser notre seule et unique planète. C'est ça le défi immense du développement durable. Alors on va décrypter ensemble comment les pièces de cet effort mondial ont été assemblées ou pas. En fait, tout est parti de ce dilemme. C'est un débat qui a opposé pendant très longtemps les pays industrialisés qui voulaient de la croissance à tout prix et les premières préoccupations pour l'environnement. La question était simple, fallait-il sacrifier la nature pour le progrès économique ou l'inverse? C'est de cette tension qu'est née l'idée de trouver une troisième voie. Et voilà la solution qui a été proposée. Le concept, quand on y pense, est d'une logique implacable. C'est un peu comme gérer un potager familial, vous voyez? On récolte ce dont on a besoin aujourd'hui, mais on fait bien attention à laisser la terre assez fertile pour les récoltes de demain. Ce principe tout simple va devenir le guide de décennies d'action internationale. Bon, pour bien comprendre comment on a essayé de mettre cette grande idée en pratique, voilà le programme. On va d'abord explorer le cadre mondial, puis les grands sommets qui ont marqué l'histoire, les outils économiques qu'on a créés pour le climat, les stratégies pour protéger la biodiversité, et enfin, comment le commerce et le tourisme tentent de remettre l'humain au centre de tout ça. Alors, le grand chef d'orchestre de tout cet effort, ce sont les Nations Unies. Mais il y a un problème, et il est de taille, la plupart des grands accords ne sont pas contraignants. C'est un peu comme prendre une bonne résolution pour le nouvel an, vous savez, c'est plein de bonnes intentions, mais il n'y a pas vraiment de conséquences si on ne la respecte pas. Et cette faiblesse, elle pèse très lourd sur l'efficacité de l'action collective. Du coup, l'outil principal pour essayer de mobiliser tout le monde, ça reste ces immenses conférences internationales. Ce sont des moments conçus pour créer une vraie pression à la fois politique et médiatique, où les dirigeants, les experts, la société civile, tout le monde se retrouve pour essayer de se mettre d'accord sur l'avenir. Cette frise, elle retrace un peu les étapes clés de cette histoire. Après les débuts à Stockholm, c'est Rio, en 92, qui a vraiment marqué les esprits. C'était un moment d'espoir immense, où on avait l'impression que le monde entier était enfin uni pour la planète. Kyoto, ensuite, a innové en fixant des objectifs chiffrés. Et puis, plus récemment, bien sûr, Paris a fixé ce cap crucial des 1,5 degrés, tandis que Kunming a mis la crise de la biodiversité sous les feux des projecteurs. Et le résultat de tout ça? Un bilan en demi-teinte. La prise de conscience, elle est là, c'est indéniable. Mais les actions concrètes, elles, peinent à suivre. Et c'est cette frustration qui a fait naître des contre-sommets et des mouvements altermondialistes, c'est-à-dire des courants qui cherchent des alternatives au système économique actuel qu'ils jugent tout simplement insoutenables. Face à ce constat un peu décevant, une nouvelle approche a commencé à émerger. Et si on utilisait les outils même du capitalisme pour sauver la planète? L'idée, c'est de donner un prix à ce qui, jusque-là, n'en avait pas. La pollution d'un côté et la protection de la nature de l'autre. Le mécanisme le plus connu, c'est le marché du carbone. Pour faire simple, imaginez un jeu de chaises musicales, mais pour la pollution. Il y a un nombre limité de chaises, qui sont les quotas d'émissions. Toutes les entreprises doivent s'arranger pour en avoir une. Celles qui sont plus agiles et qui polluent moins peuvent louer leurs chaises vides à celles qui sont plus lentes à s'adapter. Et ça rend la pollution de plus en plus coûteuse. Mais le système a un énorme talon d'Achille. Regardez ce graphique, il parle de lui-même. Pour que ça marche, le prix de la tonne de carbone doit être assez élevé pour vraiment décourager la pollution. Or, on voit bien la chute vertigineuse du prix juste après 2008. Quand polluer coûte moins cher qu'investir dans des technologies vertes, pour beaucoup, le choix est vite fait. C'est tout le problème quand on essaye de transformer la nature en marchandise. Pour les forêts, qui sont un peu les poumons de notre planète, on a développé une autre logique économique. Le mécanisme s'appelle REDD+. Sur le papier, c'est simple. Il s'agit de créer une incitation financière directe pour que les pays en développement aient plus intérêt à garder leurs forêts debout qu'à les raser. Le programme est très structuré. Il y a d'abord des phases de préparation et de test, puis vient l'étape la plus importante. Et le point clé, c'est vraiment la troisième phase. On ne paie que pour des résultats concrets, des résultats qu'on peut vérifier. C'est une petite révolution par rapport aux aides au développement plus traditionnelles, qui étaient souvent données sans condition de résultat. Mais attention, le développement durable, ce n'est pas que le carbone. C'est aussi et surtout la protection directe du tissu vivant de notre planète, cette myriade d'espèces et d'écosystèmes qui la rendent absolument unique. Pour être le plus efficace possible, les efforts de conservation se concentrent sur ce qu'on appelle les hotspots de biodiversité. Ce sont des véritables trésors de la nature qui abritent une faune et une flore qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais ce sont aussi des zones de front, là où la bataille pour la survie des espèces est la plus intense. Et il faut le dire, il y a des succès notables. Grâce à ces efforts, aujourd'hui, près de 15% de la surface terrestre est classée comme aire protégée. C'est une avancée considérable qui nous rapproche des objectifs internationaux qu'on s'était fixés. Mais cette diapositive montre bien un paradoxe, surtout quand on regarde ce qui se passe en mer.
Les bons chiffres globaux cachent en fait une autre réalité. La protection marine est assurée par une poignée de parcs absolument gigantesques. 30 sites seulement représentent 80% de toute la surface protégée. Ça pose la question d'une protection plus équilibrée de tous les écosystèmes marins et pas seulement de quelques zones isolées. Protéger la nature, c'est essentiel, bien sûr. Mais le développement durable ne peut pas se faire sans améliorer le sort des populations. Et c'est là qu'on touche à la dimension la plus humaine de ce grand défi. Comment est-ce qu'on peut rendre le commerce mondial et le tourisme plus justes ? Prenons un exemple que tout le monde connaît, le café. Dans le système classique, le producteur, c'est le dernier maillon de la chaîne. Il est très vulnérable au marché. Avec le commerce équitable, on lui garantit un prix plancher et une prime de développement. La différence, ce n'est pas juste une question de quelques centimes. Pour des millions de familles, c'est souvent la différence entre la précarité et la dignité. Mais en réalité, c'est bien plus qu'une simple question de prix. Le commerce équitable, c'est une approche globale qui intègre des standards sociaux et environnementaux très exigeants, des conditions de travail décentes, l'égalité homme-femme, l'interdiction du travail des enfants. Bref, c'est une vision du commerce où, en théorie, tout le monde est gagnant. Évidemment, le système n'est pas parfait et il a ses critiques. C'est un vrai dilemme. Comment aider les agriculteurs à mieux vivre de leur travail sans les rendre complètement dépendants de nos habitudes de consommation de café ou de cacao, parfois au détriment des cultures qui, elles, nourrissent les populations locales. On retrouve exactement la même logique de triple performance économique, sociale et environnementale dans le tourisme. L'idée, c'est de créer un modèle où les visiteurs, les communautés qui les accueillent et la nature y trouvent tous leur compte. Sauf qu'ici aussi, un paradoxe est apparu, le surtourisme. Pensez à des villes comme Venise ou Barcelone qui étouffent littéralement sous le poids de leur propre succès. Quand un lieu devient tellement populaire que sa beauté même est dégradée et que la vie des habitants devient impossible, comment on gère ça ? C'est le grand défi du tourisme de demain. Alors, après 50 ans, où est-ce qu'on en est avec notre grand puzzle ? On a assemblé pas mal de pièces, c'est vrai, des outils économiques ingénieux, des zones protégées, des labels équitables, mais l'image d'ensemble reste floue, incomplète. Les résultats sont mitigés, souvent freinés par des mécanismes très complexes et par des accords qui, on l'a vu, n'ont pas de réelle force de loi. Et tout ça nous laisse avec cette question qui est vraiment essentielle. Est-ce que les outils qu'on a créés, qui sont fondés sur le marché et la coopération volontaire, sont vraiment à la hauteur de l'urgence ? Ou bien est-ce que la crise est si profonde qu'elle exige une rupture bien plus nette ? Au fond, la vraie question, c'est peut-être, sommes-nous prêts individuellement et collectivement à vraiment changer nos habitudes pour que ce puzzle ait une chance d'être terminé un jour ?